très heureux d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, à savoir Versailles, pour vous parler de ma passion, les arbres, et peut-être de vous dire pourquoi j'ai voulu écrire un livre sur les roses. Parce que je ne suis pas toujours très tendre, ni avec Versailles, ou du moins avec André Le Nôtre. J'ai une dent contre André Le Nôtre. André Le Nôtre est un homme qui avait du talent incontestablement. Il n'est pas l'inventeur du jardin à la française, il l'a magnifié, mais quand même, quand on travaille dans l'ombre du roi, quand on a la richesse qu'il possède, quand on a l'aura qu'il a, on se doit au moins d'écrire quelques textes, on se doit de former des élèves, des apprentis, on se doit de transmettre son savoir. Que chi. André Le Nôtre ne transmet pas son savoir, il partage son travail uniquement avec les membres de sa famille, et je le soupçonne même d'être un petit peu radin, un petit peu pingre. Et pour vous, tout ce que je vous dis, bien sûr, est étayé par des documents historiques. Je ne m'amuse pas à dire que Le Nôtre est pingre comme ça, mais j'en veux l'exemple suivant. Nous sommes en 1686, pardonnez-moi, il n'est pas tout jeune, il va mourir en 1700, mais en 1686, André Le Nôtre est fatigué, il est là, il a vraiment besoin de repos. Et son ami le marquis de Pontchartrain lui dit « Mais écoutez, j'ai un château pas très loin de Versailles, venez donc chez moi pendant quelques semaines, vous requinquez. » Et André Le Nôtre accepte. Le marquis de Pontchartrain est heureux d'avoir chez lui le grand André Le Nôtre. Il en profite donc pour lui confier pour lui demander quelques conseils. Après 3 mois d'hébergement d'André Le Nôtre, quand celui-ci rentre enfin chez lui guéri et en pleine forme, mais il n'oubliera pas de transmettre une note pour les conseils qu'il a prodigués au marquis de Pontchartrain. C'est quand même un petit peu gonflé, mais il est vrai que c'est peut-être ce qui fait ma passion pour Versailles. Parce que quand on vous parle château de Versailles, on vous parle Louis XIII, on vous parle donc de ce modeste pavillon de chasse. Modeste pavillon de chasse, quand on regarde la cour principale, le pavillon de chasse correspond au château de briques rouges au milieu. C'est quand même déjà une demeure de qualité. On apprend ensuite que Louis XIV, pour montrer sa puissance, va agrandir le château de son père. D'ailleurs, Louis XIV est-il le père de Louis XIII? Non, le fils de Louis XIII. Ça m'arrive d'inverser. Je me pose des questions et j'y pensais en venant, c'est marrant, à Nantes. On s'arrête à Nantes, 1 heure de retard, j'ai le temps de réfléchir, et je me rappelle cette histoire à Nantes, quand D'Artagnan vient arrêter, à Nantes, ou dans la région, il vient arrêter Fouquet. Et lui, c'est quand même amusant, parce que c'est peut-être à Nantes que l'histoire de Versailles a véritablement trouvé sa naissance. Toujours est-il que je pensais donc à Louis XIII, et j'ai un doute au niveau de sa filiation avec Louis XIV. J'ai un doute énorme, pour la raison suivante. J'espère que je ne vais pas trop m'égarer dans mes propos. Si vraiment je vous heurte dans mes propos, vous n'hésitez pas à le dire, mais je suis ce soir d'ambiance quelque peu guillerette. Il s'avère que Louis XIII n'est pas très porté sur les dames. Très honnêtement, on sait que quand il tente de séduire Mademoiselle de Lafayette, râteau. Quand il tente de séduire Marie de Hautefort, râteau. Et autant vous dire que moi, jardinier, le domaine du râteau, c'est ma spécialité. Quand enfin il rencontre le marquis de Cinq-Mars, là, il y aurait eu une aventure. J'emploie le conditionnel, rien ne nous permet de l'affirmer. Mais toujours est-il qu'on sait que c'est un piètre séducteur, qu'il n'est pas très porté sur la bagatelle. Il épouse donc celle qui va devenir la reine de France, Anne d'Autriche, et entre les jeunes mariés, on ne peut pas dire qu'il y a un entrain au lit extraordinaire. D'accord, ils sont tout jeunes, 13-14 ans, mais replaçons-nous dans le contexte, oui. Donc, je ne critique pas trop. Toujours est-il qu'au bout de 20 ans, la reine de France, toujours pas d'enfant en vue. Or, le rôle principal d'une reine de France, en ce temps-là, est d'offrir à la couronne un héritier, pas un enfant en vue. Et au bout de 20 ans, miraculeusement, ça y est, la reine tombe enceinte. 2 versions, celle de Stéphane Bern, la mienne. La version de Stéphane Bern, qui est un homme délicieux, pour ça je me permets de le taquiner, et c'est ce qu'il me dit à chaque fois, c'est que les Français ont prié très fort pour que enfin la reine de France tombe enceinte. Et les prières ont été entendues. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La deuxième version, celle que je privilégie, est quand même beaucoup plus drôle. En un mot, il s'avère que dans l'entourage d'Anne d'Autriche, il y a eu un nouvel arrivant. Il y a eu le cardinal de Mazarin. Il est venu travailler à côté d'Anne d'Autriche. Et quelques temps plus tard, la reine tombe enceinte. Alors je suis peut-être un petit peu, comment dire, taquin.
Mais j'ai retrouvé, en écrivant un livre qui s'appelle toujours L'amour à Versailles, j'ai retrouvé aux Archives nationales un petit billet qui est conservé, et qui est vraiment conservé officiellement, et qui dit la chose suivante. C'était, vous savez, les Mazarinades, ces documents qu'on jetait par-dessus les murs de Paris. Ce document est donc contemporain, il date de l'époque, et il dit, alors pardonnez-moi, il est un peu osé, j'en conviens, mais voilà ce que dit le papier: les couilles de Mazarin, homme fin, ne travaillent pas pour rien, car à chaque coup qu'elles donnent, elles font branler la couronne. Alors, Louis XIV est-il le fils de Louis XIII? J'ai un doute, mais on continuera quand même de penser que on va pas tout compliquer. C'est ma passion, la petite histoire. Je veux dire, pourquoi c'est ma passion? Parce que j'ai la chance d'habiter Versailles depuis maintenant presque 47 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, moi ce matin, quand j'ai ouvert mes fenêtres, je ne veux pas vous aviez la mer en perspective. Moi, j'avais quand même le petit Trianon et le grand Trianon. C'est quand même pas mal non plus. Et depuis 47 ans, je regarde les lieux où j'habite, les lieux que j'aime, les lieux où je travaille, et je me pose sans cesse des questions. Je me dis, mais il y a quand même des raisons. Construire le château de Versailles, comme il l'a fait, comme l'a voulu Louis XIV, c'est pas très logique. On vous dit que Louis XIV arrive à Vaux-le-Vicomte, je crois que c'est en 1667, ou 68, c'est un truc comme ça, ou 62 plutôt, 62. Il découvre les splendeurs de Vaux-le-Vicomte, ulcéré que l'un de ses vassaux puisse avoir une demeure aussi belle que celle de Vaux, eh bien, pris d'une crise de jalousie, il décide, on revient à Nantes, de faire arrêter Louis XIV par d'Artagnan, celui-ci part en prison, et Fouquet, n'hésitez pas, il m'arrive des fois de jeu. La journée était un peu compliquée quand même. Donc, il fait arrêter Fouquet, et ensuite il l'emmène. Donc à Versailles, eh bien, sa promise pour lui montrer, Madame de Lavallière, pour être très exact, pour lui montrer le domaine qu'il va faire construire, donc en sa qualité de roi de France. Et il va être intraitable avec Fouquet. Celui-ci va rester à vie dans les prisons de Pignerol, dans le sud de la France, et il va y mourir. Et je me dis, c'est quand même pas normal qu'un souverain laisse croupir en prison un type qui a simplement créé un château digne d'un roi. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur la réalité de cette histoire de Vaux-le-Vicomte. Et puis j'ai rencontré les propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte, je pense à Patrice de Voguet en particulier, qui nous a quittés il y a quelques années, et qui m'a montré des documents. Et nous en sommes arrivés à l'explication suivante. Vous allez me trouver encore décidément coquin ce soir. Nous sommes à Paris, et le roi Louis XIV est un jeune garçon adolescent. Il est jeune, il est beau, il a 14-15 ans. Et la maman, Anne d'Autriche, on y revient, est effrayée de voir comment les femmes se comportent avec son fils. Elle n'hésite pas, au passage du roi, à lui dire des mots douteux. Certaines prennent des postures inqualifiables, d'autres ouvrent leur corsage. Anne d'Autriche est effrayée car elle a conscience qu'à Versailles, c'est devenu la course à celle qui fera de Louis XIV, jeune garçon, un homme. Et pour éviter qu'il ne tombe dans les mains de la première, j'allais dire fille de mauvaise vie, elle recrute donc Catherine Bélier. Catherine Bélier, baronne de Beauvais, 43 ans. Elle boitille légèrement, elle a le visage piqueté par la vérole et elle est borgne. Mieux encore, elle s'exprime vulgairement, d'où son nom de Cato la Borgnesse. Cato la Borgnesse a pour mission principale de surveiller le pucelage du roi, c'est pas plus compliqué. Et oui, sauf qu'un jour, on découvre que c'est elle qui a déniaisé le roi. C'est un scandale à la cour énorme. Anne d'Autriche ne quitte plus sa chambre pendant 3 jours. Elle est en larmes. La vie, heureusement, reprend son cours, et le roi, enfin, devient un peu plus raisonnable. Peut-être raisonnable, sauf qu'entre-temps, il rencontre Henriette d'Angleterre. Quand je dis qu'il rencontre, il y aurait peut-être une relation avec Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre est l'épouse de monsieur, son frère. Et Anne d'Autriche s'est dit, mais mon fils est devenu fou. Après Cato la Borgnesse, Henriette d'Angleterre, si le clergé l'apprend, il en est fini de la carrière de roi de mon fils. À l'époque, Louis XIV n'a pas le pouvoir qu'il aura par la suite. Alors que fait Anne d'Autriche? Eh bien, pour éviter que n'éclate le scandale, elle recrute ce que l'on appelle un paravent. C'est le terme officiel. Le paravent, c'est une jeune fille que l'on fait venir, que l'on paye pour jouer l'amoureuse. On crée un faux couple pour qu'on regarde d'un côté et qu'on oublie la réalité de l'autre. Et ce très joli nom de paravent, eh bien, a
à Versailles, à Paris, pardonnez-moi, apparaît sous les traits de Mademoiselle de la Vallière. Elle est jeune, elle est belle, elle découvre le roi. On dit au roi, maintenant vous jouez l'amoureux. On dit à Mademoiselle de la Vallière, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là. On a pensé à tous sauf à une chose, et pas des moindres, ils tombent amoureux. Mais ils tombent vraiment amoureux l'un de l'autre, mais vraiment. Et quand on les voit se promener dans les jardins du Louvre, se tenant par la main, tout le monde est persuadé qu'ils jouent la comédie. Ils ne jouent pas la comédie, ils sont vraiment amoureux. En plus, le roi vient de se marier, donc Anne d'Autriche est tranquille. Il y a le paravent, il y a l'épouse, tout se passe bien. Et on arrive aux fameuses fêtes de Vaux-le-Vicomte. Eh bien, le roi est invité, et il y va non pas avec son épouse, elle est en train de mettre au monde son fils, non, il y va avec Mademoiselle de la Vallière. Et Fouquet est persuadé que cette femme n'est pas une amoureuse. Lui aussi tombe dans le piège. Il pense que c'est un paravent. Il pense qu'il ne s'aime pas. Et vu qu'il est sensible au charme de la jeune femme, que fait-il ? Il lui fait une petite proposition. Et il se dit que celle-ci, outrée d'avoir une telle proposition de la part d'un ministre des Finances, s'en serait plaint à Colbert, l'ennemi de Fouquet. Colbert ayant appris, l'indélicatesse de Fouquet, se serait précipité voir Louis XIV pour lui dire voilà ce qui se passe. Louis XIV n'a jamais accepté la trahison donc de Fouquet, et c'est la raison pour laquelle il ne lui a jamais pardonné, car derrière la construction de Versailles, derrière la construction de Vaux-le-Vicomte, il y a cette trahison amoureuse, et Louis XIV n'a jamais supporté qu'on veuille lui voler son amour. Voilà donc pourquoi j'aime Versailles, parce que c'est un lieu qui me plaît beaucoup. Et pourquoi j'ai voulu écrire un livre sur les roses ? Parce que je les ai beaucoup trop ignorées, et pendant beaucoup trop longtemps. Je ne regardais pas les roses, je les aimais moyennement. Moi, mon truc, c'était les arbres. Parce que j'ai fait une découverte extraordinaire il y a 7-8 ans. J'ai découvert que les arbres étaient immortels. Et ils le sont vraiment. Quand je dis qu'ils sont immortels, j'en veux pour preuve le chêne d'Allouville. Le chêne d'Allouville, il vit sur la commune du même nom, en Normandie. Il serait âgé de 800 à 1000 ans. C'est un arbre qui a une histoire extraordinaire, qui a été sauvé à la Révolution par l'instituteur qui ne voulait pas que l'on coupe cet arbre sous prétexte qu'il abritait des chapelles dédiées à la Vierge Marie. Il avait placardé sur l'écorce du vieil arbre « Temple de la raison ». Alors, on ne touche pas à un temple de la raison. Et c'est Monsieur Bonheur, il s'appelait ainsi l'instituteur, joli nom, pour un homme qui a donc sauvé le chêne d'Allouville. Cet arbre, 800 000 ans, c'est vieux, c'est pas immortel, mais c'est quand même pas mal. L'arbre le plus vieux de France, il vit sur la Côte d'Azur, sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. C'est un olivier. Les scientifiques affirment qu'il est âgé au minimum de 2000 ans. 2000 ans, c'est certain. 2000 ans, c'est pas l'éternité, bien sûr, mais il faut reconnaître que c'est quand même très très long. Si on vous disait à vous qu'il vous reste encore 1920 années à vivre, on a quand même de quoi voir venir. Et puis vous avez les fameux séquoias, les séquoias d'Amérique, ces arbres gigantesques, 110 mètres de hauteur, des troncs incroyables. Eh bien les séquoias, eux, certains du moins, je pense au général Grant, sont âgés de 3000 ans. 3000 ans, ce n'est pas l'éternité, mais ça commence à faire quand même quelque chose. L'éternité, c'est la très belle définition de Woody Allen qui disait « L'éternité, c'est très long, surtout vers la fin ». Enfin, je trouve ça super. Vous avez également un arbre dans les montagnes rocheuses, toujours aux États-Unis, un arbre qu'on a appelé Mathusalem, 4800 ans, en référence, bien sûr, à cet homme de la Bible qui a vécu aussi longtemps. 4800 ans, reconnaissez que ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a une petite dizaine d'années, un scientifique finlandais, dans le nord de la Finlande, est en train d'explorer une forêt, ou plutôt une vallée encaissée, où vivent quelques vieux spécimens de sapins. Les sapins de Noël, tels que ceux que vous ornez pour les fêtes de fin d'année. Et ce scientifique branche ses appareils pour calculer l'âge des arbres, parce qu'il a vu qu'un arbre était rabougri, il était bizarre cet arbre-là. Il avait repoussé plusieurs fois de la même souche, donc le tronc était relativement jeune, mais la souche, elle, continuait d'émettre des tiges et des branches. Quel âge avait donc cette souche vivante ? Alors il branche ses appareils, il met son compteur, et on pratique la dendrochronologie atomique. C'est un appareil qui vous permet, pour faire simple, c'est un scanner qui, de l'extérieur, compte le nombre de cernes produits chaque année par un arbre. Et quand il voit le numéro qui s'affiche, notre homme, c'est une déduction, se dit, il faut que j'arrête de boire. Et il en profite pour changer les piles de son appareil, il rebranche à nouveau, il ne comprend pas, il se dit il y a une erreur. Alors il pratique l'analyse au carbone 14, qui confirme ses dires. Il est tellement éberlué du résultat obtenu qu'il appelle une équipe de scientifiques
russe et une équipe de scientifiques américaines. Les deux équipes se précipitent et leurs analyses convergent. Ce sapin est l'arbre le plus vieux vivant sur la planète. Il est vivant et il est âgé de 9800 ans. 9800 ans. Est-ce que cet arbre-là, c'est pas, comment dire, on n'est pas dans l'immortalité? Moi, je pense qu'on l'est. On l'est franchement. Je ne sais pas à quoi ressemblera la Terre dans 9800 ans, mais je ne ferai pas beaucoup de paris. Comment? Si. Vous regardez sur Internet et on l'appelle Old Chico, parce que c'était le nom du chien de cet homme, et ce chien est mort pendant l'expédition. Il a donné son nom à ce vieil arbre. Mais vous verrez, donc il est en photo. C'est un pin qui fait 4 ou 5 mètres de hauteur, garde avantage, mais qui est extraordinaire. Et pour vous montrer la bêtise humaine, pour vous montrer la crétinerie de la société dans laquelle nous vivons, son emplacement est tenu secret pour éviter le vandalisme. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Alors les arbres, moi c'est ma passion. Et les roses, comme je vous disais, je ferai des roses de temps en temps, mais vous avez dit non, sans humour, j'étais le spécialiste du râteau, je voulais pas non plus trop investir dans cette fleur. Et il est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une rose à mon nom, donc j'étais relativement fier. Et puis un jour, je me suis rendu compte de la chose suivante. Quand je présente le parc à des amis, quand je visite un jardin, on me demande parfois le nom d'un camélia, on me demande le nom d'un arbre, mais quand on vous présente un rosier, vous lui donnez toujours son petit nom. Si vous avez ici des gens, et je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui a chez elle, par exemple un Pierre de Ronsard, on ne dira pas mon rosier grimpant, on dira mon Pierre de Ronsard. Et il est vrai que la rose est aussi la seule fleur qui est symbole d'amour fou et de respect. Imaginez une seule fleur pour déclarer votre flamme. Alors, oui, dans la campagne, un charmant gueux vous offre un coquelicot ou une pâquerette, c'est merveilleux. Mais imaginez, vous êtes quelques instants plus tard dans un relais château ou un 3 étoiles au Michelin, le même type qui se pointe avec sa marguerite. Non, là on offre une gerbe de rose, généralement, on montre quand même qu'on a de l'élégance. Et pareil pour le dernier voyage, ce sont des roses que l'on va offrir aux défunts, ce ne sont pas des pâquerettes ou des marguerites. Donc la fleur, cette rose, elle a quelque chose d'énigmatique. Il s'en crée chaque année des dizaines de milliers de variétés. Elles sont belles, elles embaument merveilleusement bon, elles embaumaient plutôt. Parce que là aussi, on a tellement traficoté les roses qu'elles n'ont plus besoin d'attirer l'insecte. En fait, la rose fabrique un parfum pour attirer l'insecte pollinisateur. Vu qu'elle sait au fond d'elle-même, car les plantes sont capables de savoir ce qu'elles sont, de savoir où elles vivent. On va y revenir aux plantes. C'est pour ça que j'adore les plantes. Que la rose s'est dit, pourquoi me fatiguer à produire des senteurs pour rien? Les plantes sont capables de percevoir leur environnement. Et les plantes sont même capables peut-être pas de communiquer entre elles, mais de s'alarmer entre elles. Alors, on a tous en mémoire ce botaniste ou forestier allemand qui a écrit un ouvrage qui a eu un succès retentissant, mais il est vrai que son livre est compliqué à comprendre. Il n'est pas une lecture ni agréable, ni facile. Alors, pour vous montrer à quel point les arbres sont capables de communiquer, je vais vous citer un exemple concret. En 1976, en Espagne, des incendies dévastent une région complète. Et les scientifiques constatent, au vu des photos aériennes, que les bosquets de cyprès ont beaucoup plus résisté que les pins qui, eux, ont tous péri dans les flammes. Et les cyprès, on voit des bosquets qui ont résisté aux flammes. Pas toujours, on se doute bien que si le feu arrive au pied, l'arbre va brûler. Mais le cyprès résiste davantage. Et ils se sont demandé, mais pourquoi cet arbre brûle moins que les autres? Ils ont constaté que l'arbre était capable de déclencher l'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, on fait un petit cours de botanique simple, c'est quand une plante absorbe par les racines de l'eau qui va emmener jusqu'au niveau des feuilles les oligo-éléments et les sels minéraux de la terre pour les transformer en une sève assimilable par la plante, donc de la nourriture. Cette eau sert de véhicule. Une fois que c'est dans les feuilles, il y a ce que l'on appelle la photosynthèse. C'est une action très complexe qui transforme cette sève dite brute en une sève élaborée. La sève redescend vers les racines pour nourrir la plante et l'eau en trop grosse quantité est évacuée par les feuilles. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc l'eau est capable de monter dans l'arbre grâce aux feuilles. Car dans chaque feuille, il y a des petites
trous, des spores, qui agissent comme autant de mini-pompes. Et quand je parle que les plantes sont capables de se situer dans l'environnement, même dans le temps, la preuve, c'est que sous nos climats, l'arbre sait le plus souvent que l'hiver approche, que l'eau risquant de geler dans la terre, il ne pourra plus l'absorber, et pour ne pas avoir à souffrir pendant toute cette période où il ne pourra pas s'alimenter, il se place en dormance, et pour ne pas qu'il consomme de l'eau, il se défait de ses feuilles. Dans les pays chauds, la végétation reste verte toute l'année. C'est sous nos climats qu'il y a des plantes qui perdent leurs feuilles. Et là, juste pour que vous le sachiez, pour se débarrasser de les feuilles, la plante produit à la base du pétiole, c'est la tige qui relie la tige à la feuille, un petit bouchon de liège. Privée de la sève, la feuille continue de se nourrir en consommant la chlorophylle qui est verte. Plus de chlorophylle, les autres pigments de la feuille apparaissent, le jaune, l'orange et le rouge. C'est la raison pour laquelle il y a donc des couleurs. Une fois que la feuille est sèche, elle tombe et la sève qui ne peut plus aller dans les feuilles est stockée dans les écorces d'arbres et permettra au printemps suivant le démarrage printanier. Voilà. Donc les plantes sont capables de pratiquer l'évapotranspiration. Nos cyprès en Espagne, en présence du feu, ont déclenché l'évapotranspiration. Il a été scientifiquement prouvé que lorsqu'un cyprès est en contact avec une source de chaleur, il déclenche l'évapotranspiration pour s'entourer d'un nuage de buée. Mieux encore, les autres cyprès, qui sont non pas en contact avec le feu, mais en contact avec le premier cyprès, au même moment déclenchent leur système. Ce qui veut dire que l'arbre a été capable d'identifier le danger et d'alerter ses congénères. Autre exemple, il y a 20 ans, Afrique du Sud, il y a des acacias qui servaient de nourriture aux koudous depuis des millénaires. Les koudous, ce sont des antilopes. Et il y a 20 ans, les antilopes meurent par milliers. Les zoologistes ne comprennent pas, ils vont tous sur place, ils ne comprennent pas car l'acacia nourrit les koudous depuis l'éternité. L'arbre est devenu toxique. Raison, la population des koudous a été multipliée par 10, par 30, peut-être même davantage. Et si l'arbre ne réagit pas, il va mourir. Eh bien, le koudou est devenu toxique. Ils ont détruit la moitié des koudous d'Afrique du Sud. Et maintenant que la population des koudous est redevenue raisonnable, l'arbre, à nouveau, est devenu comestible pour la bestiole. C'est assez extraordinaire. Ce qui veut dire que, 1, la plante a été capable d'identifier le danger, 2, qu'elle a été capable de trouver un remède, c'est-à-dire de se sortir de mauvais pas, mais mieux, si tous les koudous, si tous les acacias ont été capables au même moment d'instaurer la même défensive, c'est bien la preuve qu'ils sont en train de communiquer. À ce moment précis, y a-t-il une première question ? Ce qui m'arrangerait pour ne rien vous cacher. Je prends un petit verre d'eau. Pas de question. Oui. Oui. Parce que beaucoup de séquoias aux États-Unis portent le nom de généraux, et que c'est celui qui m'est, comment dire, passé par la tête en premier, parce que je m'intéresse beaucoup au séquoia, parce que l'histoire du séquoia, à elle seule, mérite d'être su. Alors, si vous le permettez, quittons. On m'avait dit que je pouvais raconter ce que je voulais, donc je pardonne. L'histoire des séquoias débute véritablement en 1844. Il y a un homme, il s'appelle John Bidwell. C'est un touche-à-tout. Il a été militaire, il a été barman, il a été contrebandier, il a été soldat, il a tout fait. Et là, il s'est trouvé comme job d'accueillir les nouveaux Européens qui arrivent sur la côte Est et il les emmène sur la côte Ouest. Il est devenu en quelque sorte tour opérateur. Et en 1844, il traverse une région de Californie et découvre une forêt plantée d'arbres géants, le peuplement Calaveras. Et là, il n'en croit pas ses yeux, il voit des arbres qui atteignent, d'après lui, les nuages. Alors, persuadé d'avoir fait une découverte de première importance, il écrit aux botanistes américains pour faire part de sa découverte. Et les Américains ne s'y intéressent absolument pas. Ils se disent que si des arbres étaient aussi énormes et aussi hauts, on le saurait depuis longtemps. Alors Bidwell, un peu contrarié, écrit à 2 amis anglais, Matthews et Loeb, donc 2 scientifiques, 2 botanistes anglais, et il leur fait part de leur découverte. Et Matthews et Loeb, ils connaissent Bidwell, ils savent que l'homme est particulier, mais ils savent qu'il n'est pas fanfaron, ce n'est pas un menteur. Et ils décident donc de partir sur les indications de Bidwell à la recherche des fameux arbres géants. Et ils les découvrent en 1854. Là, ils n'en reviennent pas. Ils n'ont plus qu'une idée, revenir en Angleterre avec
bien sûr quelques jeunes plants et quelques graines. Mais il y a un problème, et le problème il est de taille, c'est que le peuplement Calaveras, ces arbres, sont sous la protection des Indiens Cherokees qui vénèrent ces arbres-là. Ils ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit avec les Blancs. Alors pendant des années, nos deux Blancs vont rester sur place à tenter d'amadouer les Indiens, jusqu'au jour où un Indien du nom de Georges Juste, il s'appelait ainsi parce que sa maman était indienne, mais son père, lui, sa maman était indienne, son père était allemand. Et Georges Juste est un scientifique indien. Et il accepte d'aider les Anglais dans leur démarche. Il arrive à convaincre ses frères d'armes et les Anglais arrivent à Londres triomphalement dans les années 1857-58 avec les premiers séquoias donc introduits en Europe. Et ils baptisent l'arbre Wellingtonia immédiatement parce qu'ils veulent rendre hommage justement encore à un général américain. Mais ils se rendent compte très vite que Wellingtonia a déjà été donné à un arbre, un palmier. Il faut donc trouver un autre nom. Et au moment où ils cherchent un autre nom, ils apprennent que leur ami Georges Juste, l'Indien, qui leur avait permis justement d'introduire les arbres, a été massacré avec toute sa famille sous prétexte qu'ils avaient osé converser avec la civilisation. Alors on a donné le nom de l'arbre, on a donné le nom de Georges Juste à l'arbre, car son nom indien était Chekoye. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien l'histoire du séquoia, parce que derrière l'histoire du séquoia, il y a cette part d'humanité. Mais effectivement, il est assez amusant de voir que les Américains ont tout de suite donné des grands noms de généraux qui ne se sont pas toujours distingués par leur finesse et leur délicatesse, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout d'ailleurs avec les Indiens. C'est une deuxième question. Un de vos confrères sur la 5, il travaille encore, il avait fait l'article sur faire tailler des arbres jusqu'à obtenir un arbre tétard. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est amusant parce que ma chronique de dimanche aura pour thème les bonsaïs. Et on est à peu près dans le même esprit. Est-ce que les bonsaïs, c'est de l'art ou est-ce de la torture végétale ? Et je pense que s'il s'agissait de torture végétale, les arbres ne seraient pas capables de vivre aussi longtemps sous la forme de bonsaï. Donc je pense que les têtards font partie d'une grande tradition agricole. Ce sont des arbres qui ont été plantés pour permettre aux hommes d'utiliser le rotin, l'osier, quantité de baguettes. Et donc j'aime bien l'idée de ces vieux têtards. Ils ont des formes souvent extraordinaires. On parle de tête de chat. Mais je crois qu'effectivement, l'arbre est notre compagnon et qu'il ne faut pas hésiter à l'exploiter. Moi, ce qui me dérange, c'est pas que l'on coupe des arbres, c'est qu'on coupe des arbres pour rien. Je n'accepte pas que l'on détruise des arbres simplement pour, comme ce fut le cas dans les Vosges il y a quelques années, pour construire le temps d'un week-end un stand d'auto-tamponneuse en sacrifiant 2 tilleuls vieux de 450 ans chacun. Ça, c'est inacceptable. Mais l'idée qu'on exploite des arbres, qu'on les taille quelque peu, ne me dérange absolument pas. Oui, mais maintenant, de plus en plus, quand on exploite des forêts, il y a le problème de la taille des arbres et des troncs pour qu'ils soient exploitables. Donc, les très vieux, moi je suis jurassienne, les très vieux sapins, finalement, n'existent plus parce qu'il faut qu'ils respectent une certaine taille pour l'exploitation. Moi, ça me sidère. Bon, ma grand-mère avait le plus beau sapin de la commune. Il avait à peu près 300 ans. C'est d'ailleurs le sapin qui est l'arbre le plus haut de France. Il vit justement dans votre région. Et je ne sais plus quelle hauteur il atteint, mais je crois que ça doit frôler les 80 mètres. Tout à fait. Et en fait, pour moi, je suis absolument... ça me révolte que pour de l'exploitation comme ça, on a des normes pour les arbres. Voilà. Je m'assois, ça ne vous dérange pas? Non. Alors, on va poursuivre, si vous êtes d'accord, en revenant à Versailles, parce que je vous ai parlé de l'histoire de la construction du château, et j'ai senti que ça en intéressait quelques-uns. J'ai même vu quelques yeux pétiller quand je parlais de quelques coquineries. Je me suis dit, donc, poursuivons peut-être dans ce domaine, parce que je vous disais il y a un instant que j'ai la chance de vivre entre le Grand et le Petit Trianon. Et là aussi, je me suis souvent demandé pourquoi Louis XV avait voulu la construction du Petit Trianon. Prenez n'importe quel ouvrage historique, on vous dit que Louis XV, pour être au plus près des savants, et sur les conseils de sa favorite Madame de Pompadour,
demande la construction du Petit Trianon. Soyons raisonnables. Le château est à moins d'1 kilomètre et le Grand Trianon existe. Pourquoi ne pas profiter du Palais de Marbre plutôt que de faire construire le Petit Trianon? Alors là aussi, je me suis documenté et je pense que l'histoire que je vais vous raconter maintenant devrait, je l'espère, vous séduire. Madame de Pompadour est une femme qui aime profondément Louis XV, elle est sa favorite, mais elle vit intensément avec lui. Et pour la petite anecdote, au château, elle dort avec le roi. Le roi, le soir, se contente d'aller voir son épouse, il prétend ne faire qu'un baiser sur le front tous les soirs, mais il rejoint Madame de Pompadour et il dort avec elle. Ce qui d'ailleurs, entre nous, soit dit, on en sourit, mais c'est pas très délicat quand même. Je n'ai pas une grande sympathie, pour ne rien vous cacher, pour Louis XV. Et toujours est-il que Madame de Pompadour, un soir, je pense qu'elle a dû être très contrariée. Parce qu'elle se dit, quand même, c'était pas très normal. Le roi prétend faire juste un baiser sur le front de son épouse. Il me prend pour une imbécile. Tous les ans, la reine accouche d'une petite fille. Alors, hein, le bisou, je veux bien. On sait que Madame de Pompadour, pour distraire Louis XV, n'hésite pas à se costumer. On a l'inventaire de ses effets après son décès. On y voit des costumes de jardinière, de bergère. Elle s'habille pour s'amuser avec le roi. On sait, tout ça est établi, je n'invente rien, qu'elle a fait construire en ville le Parc aux Cerfs, qui est un hôtel particulier où des jeunes femmes sont éduquées avant d'être présentées au roi. On sait même, mais de manière certaine, grâce au valet Lebel qui espionne un petit peu ce que fait le roi, on sait qu'elle demande de temps en temps à des amis, de se joindre à elle pour distraire le soir le roi. Aujourd'hui, en termes administratifs, on parle d'externaliser les prestations. Malgré tout, ce que Madame de Pompadour fait donc pour son royal amant, le rituel de Louis XV est le même. Tous les soirs, il prétexte d'aller embrasser son épouse. Puis, après avoir honoré Madame de Pompadour, car notre homme est vert et il le sera toute sa vie, il emprunte un petit escalier près de la chambre pour monter à l'étage supérieur où des jeunes filles l'attendent. Et je pense, ça n'engage que moi, je pense qu'un soir, elle a dû dire quand même, il exagère. Avec tout ce que je viens de vous dire, comment peut-il continuer à me tromper, mais comme ça, devant tout le monde? Alors un soir, très en colère, et là on n'est plus du tout dans l'hypothèse, c'est consigné dans les notes, elle convoque l'architecte du château. Elle lui montre l'escalier et elle ordonne que l'escalier soit détruit. Louis XV ne dit rien. Il laisse faire. Lorsque l'escalier est totalement détruit, Louis XV, non sans humour, convoque le même architecte. Il lui montre la fenêtre. Et il demande à ce que soit installée à l'extérieur, montée sur poulie, une chaise. On l'appellera la chaise volante. L'ascenseur est donc né à Versailles, sous Louis XV. Madame de Pompadour se rend compte qu'elle a donc été bernée par Louis XV. Et elle va donc demander la construction du Petit Trianon, qui est un bâtiment de dimension modeste, où la chambre du roi est au dernier étage et où le personnel est logé à l'extérieur. C'est simplement un nid d'amour. C'est pas plus compliqué. Ce n'en est que plus romantique, je trouve. Mais en France, on n'aime pas raconter ce genre d'histoire. On doit rester dans la veine officielle. Moi, j'aurais aimé raconter au roi Charles III l'histoire de la fistule royale. Alors, on ne m'a pas invité au dîner d'État. Je pense qu'Emmanuel Macron avait peut-être eu vent que je connaissais l'histoire, il avait peut-être eu peur que je la raconte. Mais pour être très honnête, François Hollande, lui, m'avait invité à rencontrer la reine d'Angleterre. Et je dois vous avouer que je n'avais pas osé lui raconter, donc je vais être... Mais il s'avère que je vais donc vous raconter l'histoire de la fistule royale. Ce que je vous raconte, je tiens à vous préciser, tout cela est authentique, c'est le vrai Versailles, c'est le Versailles que j'aime. Je pourrais vous raconter l'histoire de Versailles merveilleuse comme vous avez dans tous les dictionnaires. Non, le Versailles, c'est plus que des rois qui se sont succédés, des empereurs ou des présidents prestigieux, c'est également une vie et des anecdotes étonnantes. Et la fistule royale, on n'en parle nulle part. Eh bien, je trouve ça un peu dommage. Louis XIV souffre d'une fistule anale. Nous sommes en 1686. Je ne sais pas de ce qu'il en retourne exactement. Je ne suis pas médecin, mais j'ai vu l'outil qui a permis au roi d'être soigné. Je vais vous dire que ça doit être quelque chose d'incroyable. C'est une sorte de serpe qu'on enfant. Enfin, c'est épouvantable. Toujours est-il que les royalistes me disent « Oui, mais notre Majesté, il y a encore des gens qui me parlent de notre Majesté. » Il a été d'un courage extraordinaire, car le compte-rendu de l'opération précise, et c'est signé en toutes lettres, que le roi n'a ni pleuré, ni même poussé le moindre cri. Attestation d'opération signée par le roi en personne. Sauf que ça a été rempli avant l'opération. Comme ça, on était tranquille. Toujours est-il qu'il est vrai que les médecins
après avoir tenté l'opération sur quantité de malheureux qu'on avait été chercher dans les hôpitaux du coin, ils sont tous morts, sauf un curé qui lui avait résisté à l'intervention et qui toute sa vie dira qu'il est frère de sang de Louis XIV, ce qui plaisait que moyennement au monarque. Toujours est-il que le roi, enfin, ça y est opéré de la fistule anale et qu'il est guéri. Il est guéri, mais il est quand même sonné. Il a besoin d'un petit peu de repos et on peut le comprendre. Il part donc à 2 pas de Versailles, chez les sœurs de Saint-Cyr-l'École, le couvent. Il est donc reçu par Mademoiselle de Brinon. Souvenez-vous de ce nom, Mademoiselle de Brinon. Mademoiselle de Brinon, mère supérieure, a pour patient le roi de France en personne. Imaginez l'émotion de cette femme. Et pour accueillir Louis XIV, elle a l'idée de lui écrire un poème. Le lit, à côté de Mademoiselle de Brinon, lui dit « Mais votre poème, et si on y mettait une petite musique ?» Et quand Louis XIV arrive, il entend le poème et il entend la musique. Une 50aine d'années plus tard, Handel, le musicien du roi Georges Ier d'Angleterre, de passage à la cour, entend God Save the King et il ne dit rien à personne et il le ramène en Angleterre. Eh bien oui, God Save the King a donc été créé à Versailles. Et y a-t-il des Anglais dans la salle ? Parce que j'aime bien raconter, et je dis que quand il y a des Anglais, en plus, je dis que ce qui me fait plaisir, c'est qu'au moins leur hymne ne manque pas de fondement. Voilà. Mais c'est la vraie histoire de Versailles. Et c'est ce que j'aime à Versailles. Versailles, c'est également un domaine qui est rempli d'injustice. Je vais vous donner un exemple de l'injustice de Versailles. On parlait tout à l'heure d'André Le Nôtre. André Le Nôtre est un jardinier qui a fait des merveilles, mais au détriment d'un autre jardinier, Jean-Baptiste de la Quintinie. Qui se soucie de Jean-Baptiste de la Quintinie? Qui parle de cet homme qui a créé le potager du roi, cet homme qui a magnifié l'art de la taille fruitière, qui a eu l'idée de dire qu'en taillant un végétal de manière à ce qu'on puisse cueillir le fruit plutôt qu'il ne tombe et s'écrase sur le sol, c'est quand même intelligent. C'est lui qui a été celui qui a su planter à Versailles en pleine terre des orangers au Grand Trianon. Du temps de Louis XIV, les orangers de Trianon étaient plantés en pleine terre, entourés en automne d'une protection de bois et de verre, retirés au printemps. Et quand vous venez à Versailles dans les années 1700, vous avez à Trianon en pleine terre des orangers qui fleurissent, qui fructifient. Jean-Baptiste de la Quintinie est l'homme qui va inventer le concept de primeur. Il est capable de produire des légumes toute l'année. À Versailles, on mange des asperges 11 mois sur 12. Jean-Baptiste de la Quintinie s'intéresse également à l'influence de la Lune. Alors ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que moi, je n'y crois pas du tout pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que ma maman, quand j'étais enfant, m'emmenait chez le coiffeur les jours de pleine lune. Voilà. Et vos rires maintenant suffisent à ce que vous compreniez pourquoi je n'y crois pas. Et je n'y crois pas par rapport à Jean-Baptiste de la Quintinie, parce que lui-même s'intéresse à la Lune. Et pendant des années, mais vraiment de longues années, il va sur ses carnets noter la date des récoltes, la date des semis, la quantité des récoltes, la qualité. Et au bout de quelques années, il va noter, mais de sa main, la conclusion suivante à propos de la Lune. Donc, pour ceux qui y croient, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui y croient, je vous laisse méditer la phrase de Monsieur Jean-Baptiste de la Quintinie, la Lune, le prétexte des mauvais jardiniers. Eh oui, alors moi j'aime la Quintinie parce que cet homme n'était pas comme le nôtre, c'était pas un courtisan, cet homme est mort dans le désarroi le plus complet et qu'on a complètement oublié que c'était un homme qui avait fait de Versailles ce que Versailles est aujourd'hui. Le jardinier n'a pas la gloire posthume qu'il mérite, que ce soit lui ou Antoine Richard. Je vais me livrer à une expérience simple, que ceux qui connaissent l'existence d'Antoine Richard lèvent la main. Vous vous rendez compte ? C'est tragique. C'est tragique et je vais vous dire pourquoi. Antoine Richard est le fils de Claude. Claude est le jardinier de Louis XV, un type incroyable. Il est l'inventeur des reines marguerites blanches. Alors, un peu flatteur, je dois le reconnaître, quand il invente cette variété de reines marguerites, au lieu de dire à Louis XV, oh, Majesté, j'ai de nouvelles fleurs pour vous, non, il l'installe dans les parterres à mon roi bien-aimé. Alors le roi bien entendu, oh, c'est merveilleux. Toujours est-il que Claude Richard est un homme de puissance qui n'accepte de recevoir ses ordres que du roi, qui n'accepte d'être payé que du roi, et il accepte de venir travailler à Versailles à condition d'avoir son hôtel particulier dans les jardins. On va lui construire. C'est le pavillon du jardinier près du Grand Trianon. Donc ça vous donne une idée de la puissance du bonhomme. Et il a un fils, Antoine Richard. Antoine Richard, pendant que son père est le grand patron des jardins, lui parcourt la Méditerranée à la recherche des plantes les plus belles et les plus rares. En 1774,
Louis XV meurt et Marie-Antoinette monte avec Louis XVI sur le trône. Et la première chose que Marie-Antoinette demande à Antoine Richard, le fils de Claude, est de détruire la pépinière de son père pour créer un jardin dans le goût de l'époque, le jardin anglais, le jardin qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, cet homme, c'est pas évident pour lui de détruire ce qu'a fait son père, mais il faut bien faire son travail, et il le fait. Il est donc le créateur du jardin de Trianon. En 1792, en pleine tourmente révolutionnaire, il est prévu de morceler les jardins et de les vendre aux enchères. Vous avez compris que si Versailles est morcelé et vendu, c'est fini. Versailles va disparaître. Alors il s'oppose à ce projet. Et il en faut du courage en pleine période révolutionnaire pour s'opposer au délire de ces individus-là. Et il va faire mieux. Il va planter dans les parterres du château des pommes de terre et autour du Grand Canal, dans les bosquets, des arbres fruitiers. Et solennellement, il déclare « Versailles devient source d'alimentation pour le peuple ». Eh bien, c'est grâce à Antoine Richard que Versailles, aujourd'hui, existe toujours. Et je ne cesse de dire à tous les patrons de Versailles qui se succèdent, je les ai tous connus depuis 47 ans, ce serait bien qu'un jour, il y ait une petite plaque qui rappelle que si Versailles existe toujours, on le doit à un jardinier. Il n'y a toujours pas cette petite plaque. J'ai donc décidé de me venger maintenant en disant du mal de tous les présidents qui n'ont pas eu l'idée d'avoir une petite plaque. Alors, vu que je ne peux pas dire du mal de tout le monde, hein, donc je vais me limiter, si vous le voulez bien, à une présidente d'il y a quelques heures. Oh, c'est du mal bien gentil, mais je vais comme ça, je vais vous raconter une histoire qui me tient à cœur et que je raconte beaucoup. Mais c'est une manière de me venger, effectivement, que l'on ne se préoccupe pas suffisamment des jardiniers. En 1999, c'est la tempête à Versailles et 18 500 arbres seront jetés à terre, cassés, déracinés. C'est un spectacle épouvantable. Et il y a un arbre qui a résisté au vent furieux, c'est le chêne de Marie-Antoinette. Il est toujours droit dans son bosquet, mais il n'est plus protégé du vent et du soleil par les autres arbres qui, eux, sont tombés. Et quand un arbre se retrouve en contact direct avec le soleil, il est comme vous, en contact avec le soleil, eh bien, ce n'est pas bon pour la santé. Et l'arbre va décliner. Il va décliner jusqu'en 2003. 2003, souvenez-vous, c'est la grande sécheresse, c'est la canicule. Et le vieux chêne, pour limiter ses besoins en eau, souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, va limiter ses feuilles. Vous avez remarqué, en été, quand il y a les périodes de canicule, les feuilles tombent. Et le chêne, pour se sauver de la sécheresse et de la canicule, se sépare d'un nombre important de feuilles. Mais le drame, c'est qu'il est trop vieux pour en reproduire avant l'automne, et la parade mise en place pour le sauver de la canicule va finalement le tuer. Nous sommes donc en 2003, nous sommes en août, et je regarde cet arbre magnifique, 35 mètres de hauteur, un port superbe, il est mort et je suis triste. Et je suis avec une amie journaliste, et elle me dit, et si on en faisait un petit mot dans mon journal? Elle était journaliste au Parisien Libéré, c'était comme ça à l'époque, édition locale. J'appelle donc la direction de la communication, et je leur dis, écoutez, le chêne de Marie-Antoinette est mort, on peut peut-être en parler dans les médias. Là, on me répond, Alain, tu rigoles, tout le monde s'en fout de ton arbre. Je suis un petit peu contrarié quand même. Le lendemain, 2 petites lignes dans le Parisien qui indiquent que le chêne de Marie-Antoinette est mort. Le soir, je reçois un appel de l'agence France Presse qui me demande de confirmer l'information, ce que je fais. Et le surlendemain, les médias du monde entier, en première page, annoncent la mort du chêne de Marie-Antoinette. Ce fut un déferlement médiatique, vous n'avez pas idée. Je suis donc très content de mon résultat, parce que je n'avais pas envie que cet arbre meure dans l'anonymat. Et puis, je prends la décision de laisser l'arbre vivre dans le bosquet, parce que je le trouve beau. Il est mort, mais il est beau. Malheureusement, le bosquet est humide, et au bout de 2 ans, eh bien, l'arbre risque de tomber, de créer quelques dégâts. Et j'ai l'idée, non pas de le couper, je vais éviter qu'on dise on a recoupé Marie-Antoinette une 2e fois. Mais même moi, de temps en temps, j'ai un humour, je me calme un petit peu. Et je me dis, et si on le retirait dans son intégralité pour l'exposer près du Petit Trianon, là d'où il tient son nom. Il s'appelle chêne de Marie-Antoinette parce que en 1776, tous les arbres du parc, ou presque, ont été coupés dans le cadre d'une restauration, d'une régénération. Tous sauf 2 ou 3, dont le chêne de Marie-Antoinette. Et quand Marie-Antoinette allait au Petit Trianon, on dit qu'elle s'arrêtait sous cet arbre pour profiter de son ombrage. Est-ce vrai ou pas? Je ne sais pas, mais l'appellation chêne de Marie-Antoinette est une apparition qui est apparue dans les années 1900. Les vieux guides des années 1900 parlent déjà du chêne de Marie-Antoinette. Et je me dis qu'en retirant cet arbre avec une partie de ses branches, avec la souche et le tronc encore fixés,
ça aurait quand même de la gueule, et puis on pourrait l'exposer devant le Petit Trianon, un peu comme un gisant, qu'on vienne lui rendre un dernier hommage. Pourquoi à Versailles n'aurait-on des sentiments que pour les rois, les empereurs et les présidents, d'admiration pour les tableaux, les tapisseries et les meubles, et pourquoi les arbres qui ont contribué à la réputation de Versailles ne seraient pas davantage mis en valeur? Alors, j'appelle les dépanneurs des Yvelines, je leur demande s'ils accepteraient de venir m'aider gratuitement à arracher un arbre qui pèse quand même son poids. Tous me disent oui. Quand même assez extraordinaire. Comme quoi, je ne cesse de dire que les Français ont beau dire ce qu'ils veulent, nous sommes en République, ils sont tous royalistes, vous êtes tous royalistes au fond de vous, on aime trop Versailles pour ça. Et les dépanneurs arrivent, et il est donc décidé de sortir le chêne tel quel de son bosquet. Opération gigantesque, avec des grues, les mêmes grues qu'on emploie pour retirer les wagons qui tombent au fond des ravins, vous savez. J'appelle donc les services de communication. 2 ans plus tard, j'ai dit, écoutez, demain, on retire le chêne. Ça peut être bien de prévenir les médias. Et là, on me dit, mais tu vas pas le faire mourir 2 fois, ton arbre. Je ne dis rien, il y a eu quelques fuites, et le lendemain, eh bien, tous les médias du monde entier sont là. Et nous avons fait l'ouverture du journal de France 2, on a fait la 6, Canal+, la 1, toute l'Europe. Vous n'avez pas idée du nombre de caméras. On nous avait demandé d'attendre un petit peu pour être en direct pendant les journaux télévisés, et nous l'avons fait avec beaucoup de plaisir. L'opération est un grand succès, et je suis relativement fier de moi. Le soir même, un homme me téléphone chez moi, et il s'appelle Nicolas Hayek. Nicolas Hayek était, parce qu'il est mort il y a quelques années à peine, le président des montres Swatch et des montres Breguet. Et cet horloger suisse était en train de recréer la montre de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette avait une montre considérée comme la plus précieuse au monde. Et cette montre a été volée il y a une 40aine d'années. Et c'était une montre Breguet. Et Nicolas Hayek a décidé de recréer 6 montres Marie-Antoinette et de les offrir à des musées. Donc c'est pas du tout une opération financière. Il me dit, accepteriez-vous de me vendre du bois du chêne de Marie-Antoinette pour que je présente la montre dans un écrin, dans un coffret en bois du chêne? Je trouve que l'idée est belle. L'idée, je la trouve même magnifique. Et je réfléchis et j'accepte de lui donner un morceau de bois. À peine ai-je dit que je lui donnais du bois, que je suis convoqué, donc dans les hauts bureaux de Versailles. On me dit, mais comment vous avez donné du bois? Vous n'auriez jamais dû, vous auriez dû le vendre. Je dis oui, mais le bois, il n'a pas une grande valeur. C'est du bois plutôt symbolique. Je dis effectivement, j'aurais peut-être pu demander les 400-500 euros, mais oui, mais quand même. Donc je parle. Là, je fais, c'est bon. Le regard que je sais faire, c'est, hein, je pars un petit peu consterné. Je le ferai plus. Et le bois part donc pour la Suisse. Monsieur Hayek prenant en charge les frais de transport. Quelques jours plus tard, le bois arrive aux ateliers de Genève et Nicolas Hayek, fou de joie, appelle donc la présidente du château de Versailles. Et lui dit, Madame, je viens de recevoir le chêne de Marie-Antoinette, vous n'avez pas idée de la joie que j'ai, que puis-je faire pour vous? Et avant même qu'elle n'ait le temps de répondre, il lui dit qu'il va lui faire donc un chèque tout de suite pour le Petit Trianon, un chèque d'un montant de 4 millions d'euros. Et grâce au geste de M. Hayek, il va être organisé la restauration complète du Petit Trianon. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Je t'ai parlé d'une vengeance. Que nenni! Quelques temps plus tard, quand je dis quelques temps plus tard, une bonne année plus tard, le même Nicolas Hayek me téléphone pour me dire, Alain, que faites-vous du tronc? La souche, elle, est exposée devant le Petit Trianon. Les branches, elles, ont été évacuées. Et il reste le tronc. Mais le tronc, il est creux, le bois est un peu pourri. Il me dit qu'il aimerait en faire une sculpture pour la poser devant les ateliers de Genève. Et il me dit, combien me vendez-vous le bois? Je dis, écoutez, je me rappelle l'engueulade d'avant. Je vous rappelle dans 1 heure, je monte à l'étage du dessus et je demande, voilà, j'explique. Et on me dit, non, il faut le vendre. Je dis, on va quand même pas vendre un arbre à quelqu'un qui a donné 4 millions. Enfin, à un moment donné, il faut... Bon, mais on me répond, mais il n'y a aucune raison. Je rentre donc à mon bureau, je fais comme on dit le mort, et on n'en parle plus. Et puis, il y a les élections, le gouvernement change, arrive au pouvoir Nicolas Sarkozy, le ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, quitte le ministère de la Culture pour être nommé président à Versailles, et la présidente du château de Versailles, Christine Albanel, quitte Versailles pour être nommée ministre de la Culture. Et je suis dans l'avion en direction de Genève avec Jean-Jacques Ayagon. Nous sommes partis pour préparer le mécénat pour la restauration du Petit Trianon et des jardins. Et je dis à Ayagon dans l'avion, Hayek aurait aimé avoir là, je lui raconte
Il me dit, mais ils sont devenus complètement fous. Il me dit, voilà ce que l'on va faire. À la fin du repas, ce que je te propose, on était quelques jours avant Noël, on va lui offrir le tronc pour le remercier. Nous sommes donc dans la salle à manger de M. Hayek, un homme vraiment extraordinaire, et il avait 7 montres au bras, parce qu'il avait 7 ateliers, et voulait vexer aucun de ses horlogers. Donc il avait 7, c'est étonnant, un type qui a 7 montres. Et à la fin du repas, Jean-Jacques Ayagon, avec une classe absolument incroyable, se lève, referme sa veste, et s'adressant à Nicolas Hayek, lui dit « Monsieur le Président, nous voulions vous remercier de votre générosité, Alain et moi, et donc nous vous offrons le chêne de Marie-Antoinette. » Et là, on voit Nicolas Hayek qui se lève, et il part. Moi, je pense qu'il est parti couler une petite larme discrètement. Non, 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 non. Il est parti chercher son chéquier, et il revient avec un chèque de 3 millions d'euros. Le jour de l'inauguration du Petit Trianon, entièrement restauré grâce au chêne et grâce donc à la générosité de M. Hayek. Avec la restauration du pavillon frais, du pavillon français. La restauration a été vraiment incroyable. Il y a donc, vous vous en doutez, une très grande et une très belle réception. Et là, toutes les autorités sont invitées à prendre la parole. Et bien sûr, la ministre de la Culture elle-même s'adresse aux invités, rappelle combien les arbres ont toujours été importants à Versailles, combien même après leur mort, ils continuent de nous aider à entretenir le parc, même si parfois il est difficile à mettre en place de tels mécénats, car les jardiniers n'aiment pas se séparer de leurs arbres, n'est-ce pas, Monsieur Baraton, rajoute-t-elle. Alors, c'est une femme que j'apprécie beaucoup, mais sur ce coup-là, je trouve que ça manquait un petit peu d'élégance. Voilà. Mais voilà. Mais donc, comme quoi, vous voyez que Versailles est un domaine exceptionnel, 850 hectares, 43 km d'allées, 350 000 fleurs. Donc c'est un lieu extraordinaire, mais avec des histoires. C'est ce que j'aime à Versailles. C'est pas un lieu qui est figé. Ce n'est pas simplement un jardin à la gloire du roi Louis XIV. On oublie que Napoléon séjournait souvent à Versailles et que c'est à Trianon qu'il a réveillonné l'année d'après où il a divorcé de Joséphine, que c'est à l'hôtel des Réservoirs que De Gaulle demanda la main à Yvonne. Eh bien oui, je ne dirai rien de plus parce que on ne plaisante pas avec le général. Mais voilà. Et aujourd'hui encore, la Lanterne, par exemple, est le logement officiel du président de la République. Ce qui veut dire que c'est amusant de voir que les Français se flattent d'être en République, mais que le président de la République vit à Versailles et que les changements de constitution se votent toujours lors du Congrès qui se réunit à Versailles. La Lanterne, c'est où exactement ? C'est dans le parc. Quand vous regardez le Grand Trianon, vous regardez le parc, vous avez le Grand Canal sur la droite, le Grand Trianon, sur la gauche, la Lanterne. Y a-t-il des questions ? Combien de jardiniers pour... Alors, le domaine de Versailles est donc 850 hectares. Vous comptez une centaine de jardiniers titulaires. Vous rajoutez des vacataires, des stagiaires, des apprentis et une quinzaine d'entreprises. On peut estimer que chaque jour, entre 150 et 200 personnes travaillent pour les jardins, à peu près. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que moi, j'ai toute la soirée maintenant. Donc le train est arrivé. S'il vous plaît. Sur la 5, vous avez raconté une fois comment vous taillez les roses à Versailles. Ah. Moi, je l'applique un petit peu. Mais je ne sais pas si c'était une blague ou si c'était vrai. Sachez que quand... Non, je plaisante rarement avec la taille des rosiers. Je vous explique en 2 mots. Je suis sur France Inter depuis maintenant 2003, donc depuis 20 ans, et je ne pensais jamais qu'un jour j'aurais la chance d'officier sur cette très grande et très belle station. Et c'est Jean-Pierre Coff, qui était un homme que j'aimais profondément, qui m'a permis de rentrer à France Inter. Oh, une petite anecdote à propos de Jean-Pierre Coff, parce que vraiment, les liens qui m'unissaient avec lui étaient des liens très forts, très puissants. C'était quelqu'un vraiment... c'est la seule personne devant laquelle, vraiment, quand j'y pense encore, j'ai de l'émotion à y penser. Et Jean-Pierre Coff était quelqu'un d'une élégance incroyable, d'une générosité folle, mais il avait un caractère qui était quand même quelque peu trempé. Et il s'avère que nous avons décidé ensemble d'écrire un livre en commun, La véritable histoire des jardins de Versailles. C'est lui qui avait eu l'idée du titre, déjà même le terme, la véritable histoire. Sous-entendu, tous les autres trucs, méfiez-vous. Mais il avait raison. Coff venait souvent à la maison et il avait le chic pour me poser les questions avec des réponses que j'avais du mal à trouver. Du style, pourquoi a-t-on planté un chêne ici ?
D'où vient ce chêne? Pourquoi? Enfin, donc, et on a donc écrit ce livre-là. Et on décide donc je vais chez lui, il habitait près de Châteaudun, pour l'écrire. Et je vous explique en 2 mots une journée d'écriture avec Jean-Pierre Coff. Donc moi, je m'étais mis dans le jardin parce qu'il avait un petit studio que j'adorais. Donc dans le jardin qui servait de bureau. Donc le matin, on avait décidé de se donner rendez-vous à 9h. À 9h, il arrivait. Et il me disait, au fait, on va commencer le boulot, mais là, il faut que j'aille à mon bureau, je reviens dans 1 heure, 3/4 d'heure. Il partait pendant 1 heure, 1h30 à son bureau, à quoi? Une trentaine de mètres, réapparaissait vers 10h30, 11h du matin, en me demandant, ce midi, tu préfères viande ou poisson? Et en fonction de ma réponse, il allait ou chez le poissonnier ou chez le boucher. Il réapparaissait donc vers 12h, 12h30. Là, c'était l'heure de l'apéro. Nous passions ensuite à table. Après, une petite sieste, bien évidemment. On retournait au bureau et il me disait, je reviens tout de suite, je vais à mon bureau, j'ai 2 ou 3 appels à passer. Là, il disparaissait pendant 1 heure ou 1h30. Et quand il revenait, c'était pour me dire, ce soir, t'es plutôt viande ou poisson? Et un soir, ou plutôt un midi, il est de mauvaise humeur. Et il rentre, ouais, il me dit, oh, ça n'avance pas, tu ne fous rien et tout. Je le regarde, mais je dis ça. Mais je lui dis, et je lui dis, mais t'arrêtes de jouer les divas hystériques, parce que bon, il était quand même de temps en temps un petit peu particulier. Et donc je m'engueule avec lui, mais de manière, mais vraiment, j'allais dire virile. Et je décide de partir. J'écoute, maintenant, tu m'emmerdes, je m'en vais. Hein. Et je dis, je n'ai pas besoin de toi. Il me dit, parce que tu crois qu'un éditeur va faire un livre avec ton nom à toi tout seul? Mais il dit, tu te mets le doigt. Je vous dis pas où est-ce que je mets. Vous vous en doutez. Et je lui dis, tu es toujours aussi aimable. Et je m'en vais. J'arrive à la maison. J'y suis depuis quelques minutes à peine que le téléphone sonne. France Inter. Et on me dit, accepteriez-vous de tenir une chronique hebdomadaire sur les ondes? Je dis oui, avec plaisir, mais qui vous a parlé de moi? Jean-Pierre Coff. Oh, mais je dis, il y a combien de temps? On me dit, il y a une demi-heure. Ah bon? Donc je dis oui à France Inter et j'appelle Coff. Et je lui dis, explique-moi. Il y a encore 2 heures, tu me traites de tous les noms, tu me traites de con, et là tu me proposes maintenant à France Inter. Et il me dit, tu vois, tu confonds conneries et compétences. Et de rajouter, quand je te dis que t'es con, il m'a raccroché au nez. Voilà. Mais c'est grâce à... Bon, c'est rabobiché bien sûr, mais c'est grâce à Jean-Pierre Coff que je suis rentré à France Inter. Et je ne pensais pas y rester très longtemps, parce que j'ai un humour parfois un peu décapant. Je crois que je suis le seul type à la radio qui engueulait les auditeurs quand ils n'étaient pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec eux. Mais je pense que si... je suis invité à parler de jardin sur une grande station, c'est que j'ai une expérience qui me permet peut-être d'en parler. Moi, j'aime bien le vécu. J'ai constaté que certaines plantes qui ne supportaient pas la taille, en fait, la supportaient très bien. J'ai 40 ans de métier derrière moi. J'ai aussi toute une tradition de jardinage, de jardinier également à mes côtés. Donc, je pense quand même, aujourd'hui, avoir une certaine expérience. Et pour ce qui est des rosiers, eh bien, je vais tout vous expliquer. Donc, pour répondre clairement à votre question, j'ai fait une école horticole il y a très très longtemps et on m'avait appris à tailler les rosiers. Alors, je peux tout vous expliquer. Vous prenez le rosier classique, alors vous taillez à 3 ou 4 yeux maximum, l'œil, le dernier étant dirigé sur l'extérieur. Vous taillez en biseau pour éviter que la goutte d'eau qui descend à 300 km/h ne reste pile sur la tige s'il venait à geler. Vous dégagez le cœur du végétal. Cette taille sera faite au printemps lorsque les grosses gelées ne seront plus à craindre, etc., etc. Je peux vous en parler pendant des heures. Et puis, donc je suis très doué dans la taille des rosiers. Et quand j'ai 16-17 ans, pour me faire de l'argent de poche, je taille les rosiers de tous les voisins de mes parents. Je suis content de leur expliquer le principe même de la taille. Les petites branches parallèles, les branches un peu grêles, vous voyez, voilà. Ah, merveilleux. Et puis, j'ai la chance dans mon métier de rencontrer des gens extraordinaires. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Pour vous cacher, je suis en train d'écrire mes souvenirs, parce que je me dis quand même, moi qui suis rentré à Versailles en vélo Solex, parce que ma maman ne savait pas quoi faire de moi, j'ai rencontré l'empereur du Japon, j'ai dîné avec la reine d'Angleterre, je me suis promené avec Michael Jackson, voilà, et j'ai été invité par David Austin. David Austin, le créateur des fameuses roses Austin, m'invite à le rencontrer en Angleterre. Je vais donc le voir et il me montre sa roseraie. Et je vois des types en train de tondre les rosiers au taille-haie à moteur. Je le regarde, je suis quand même très surpris et il me dit c'est ce qu'il a toujours fait. Bon, je me dis, cet homme est devenu fou, il était plutôt très jeune, mais quand même. Je suis reçu ensuite par la très sérieuse Société Royale de Roses. Ça plaisante pas. Je vous assure que pour y rentrer. Et là, ils m'offrent leur bouquin, qui a été traduit en France d'ailleurs, où l'on conseille la taille des rosiers au taille-haie à moteur. Et on vous dit que même les petites branches grêles, vous pouvez les laisser, ça n'a aucune espèce d'importance. Pour faire simple, vous réduisez les rosiers des 2 tiers
et on n'en parle plus. Et ça fleurira plus tôt au printemps, plus tard à l'automne, et beaucoup plus en été. Donc je suis quand même très surpris. J'arrive donc à Versailles, et je dis à mes collègues, on va changer la taille des rosiers. Et près du hameau de la Reine, il y avait une allée avec à gauche des rosiers et à droite les mêmes. Et je dis à gauche, on va les tailler comme on le fait traditionnellement, et à droite, on va faire méthode David Austin. Bien depuis à Versailles, on ne taille plus les rosiers comme on l'avait expliqué, au tailluet électrique, et on ne s'emmerde plus. On a des rosiers qui fleurissent beaucoup plus tôt au printemps, beaucoup plus tard en été, et davantage en été. On va simplement, de temps en temps, aérer le cœur du rosier, couper le bois mort, bien évidemment, et aller tous les 4 ou 5 ans, peut-être rajeunir la plante en remettant un petit peu d'ordre. Mais on ne s'embête plus, effectivement. Alors pourquoi... Quelle est l'explication ? Je vais vous expliquer, madame. L'explication, elle est très simple. Quand moi j'ai appris à tailler mes rosiers comme ça, j'avais un pépé qui était jardinier. Mon pépé m'expliquait comment on taillait les rosiers. Et si je lui demandais, mais pourquoi tu m'apprends à tailler les rosiers comme ça, il me dit, c'est mon père qui m'a appris. Et si j'avais demandé à mon grand-père, il m'aurait dit, parce que c'est mon père. Voilà. Et en fait, on taille les rosiers parce qu'on nous a appris à les tailler comme ça. Mais ça ne sert à rien. D'ailleurs, vous-même, j'en suis convaincu, vous vous êtes déjà promené dans une campagne avec une maison totalement abandonnée. Il n'y a pas eu un jardinier dans le jardin depuis 20 ans et le rosier est couvert de fleurs. Il y a des fois. Voilà. Donc, de temps en temps, certaines plantes ont besoin d'être taillées. N'exagérons pas. Mais c'est vrai que ce qui épuise, par exemple, le végétal, le rosier, c'est la fleur fanée ou la fleur qui se met en... Là, il faut les supprimer. Mais je vous assure que les massifs de rosiers, ne vous embêtez pas. Et alors, autre exemple, toujours sur la taille des rosiers, André Ève. J'étais ami avec André Ève. Et un jour, je lui en parle. Et il me dit, mais c'est ce que je fais aussi. Je dis, pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne dis pas que tu tailles comme ça? Il me dit, parce que si je le dis à mes clients, ils vont croire que je suis devenu fou, ils ne m'achèteront plus mes rosiers. Voilà. Mais donc, le plus sage et le plus simple, faites l'expérience et vous verrez ce qu'il en est. Avez-vous des questions d'autres? Madame. Moi j'ai une question sur les buis. Les buis sont boulotés par des petites bestioles. Je pense que le jardin à la française repose sur les buis. Qu'est-ce qui se passe à Versailles? Déjà, il faut savoir qu'il est démentiel, il est fou, que l'on a eu le besoin il y a quelques années d'acheter des buis en Chine, car si les pyrales sont venues, elles sont venues de Chine, et je trouve ça démentiel. Il s'avère qu'il y a en France une situation fiscale qui est démentielle. J'ai la chance de rencontrer quantité de ministres, donc ce que je vais vous dire, je l'ai raconté à tous les ministres depuis 20 ans. Hein. Et même Marc Fesneau, l'actuel ministre, je lui en ai parlé, il m'a promis de jeter un coup d'œil, nous verrons bien. Pour que vous compreniez la situation des arbustes et des arbres, et après je répondrai à votre question, il faut savoir qu'en France, un pépiniériste en fin d'année est taxé sur les stocks. Ce qui veut dire que quand une plante n'est pas vendue, ça lui coûte de l'argent. En Allemagne ou en Italie, il n'y a pas cette imposition. Ce qui veut dire que quand la plante n'est pas vendue, elle prend de la valeur parce qu'elle continue de grossir. Moralité, jusqu'il y a 1 an ou 2, 100% des plantes achetées à Versailles venaient d'Allemagne, 100% des arbres aujourd'hui encore plantés à Paris viennent d'Allemagne parce que le code des marchés publics nous oblige à faire des marchés publics et donc on est obligé d'acheter dans les pépinières qui répondent aux critères. Les buis, eh bien, c'est la même chose. On fabrique des buis de manière industrielle en Chine. Ils sont livrés à des pépiniéristes hongrois, italiens, allemands, et qu'ils sont vendus beaucoup moins cher que les buis français. Sauf que ces buis-là sont arrivés avec des pyrales qui sont des petites chenilles, des papillons, qui font des dégâts épouvantables. Alors le problème, on va vous dire que pour traiter efficacement du problème, il faut traiter au bacille de Thuringe. Et on vous dit que c'est quelque chose d'écolo. C'est peut-être écolo, mais ça bouffe les chenilles de l'intérieur. Mais ça bouffe toutes les chenilles de l'intérieur, y compris les jolis papillons. Alors, qu'en est-il? À Volvicomte, il n'y a plus de buis. Ils ont été remplacés par une structure moderne. À Saint-Jean-de-Borgard, ce délicieux potager de Madame de Curiel n'existe plus. Le potager, oui, il n'y a plus de buis. Nous, à Versailles, on a une chance que non pas nos collègues, on a les moyens. Donc effectivement, nous bombardons de bacilles dès qu'on a une alerte. On a créé un réseau d'alerte pour être très,
très observateur. Et puis surtout, on a observé qu'on a également changé les méthodes culturales. Par exemple, la taille d'une plante est un traumatisme pour la plante. Quand vous taillez une plante, vous lui faites du mal. Quand vous taillez, par exemple, un buis, vous lui coupez les feuilles, donc vous réduisez la faculté qu'elle a d'aspirer l'eau du sol. On revient à ce que je disais, de pratiquer la photosynthèse. La plante respire moins également. Elle va donc se hâter de reproduire des feuilles. On croit que quand on taille, on revigore, pas du tout. La plante, au bout d'un moment, est fatiguée. Donc, nous avons déjà arrêté de tailler 2 fois les buis par an. On ne le fait plus qu'une seule fois pour limiter le traumatisme. On évite également de planter en période d'infestation. Et partout où c'est possible, nous remplaçons le buis par d'autres végétaux. On fait même des mélanges, par exemple, pour que de temps en temps, de loin, on ne s'en rende pas compte. Mais il y a un sérieux problème avec les buis. Mais je pourrais vous parler de l'encre du châtaignier. Je pourrais vous parler de quantité de la calarose du frêne. On a quantité de problèmes aujourd'hui parce que justement, on n'a pas suffisamment tenu compte de la réalité économique et de la bêtise humaine. Juste pour la bêtise humaine, pour vous montrer à quel point l'homme est parfois terrible. Il s'appelle Fritz Haber. Fritz Haber, c'est un nom qui ne vous dit certainement rien. Je vais vous raconter, question de vous casser un peu l'ambiance, je vais vous raconter l'histoire de Fritz Haber. Fritz Haber est un chimiste allemand. Et dans les années 1900, eh bien, il est le premier à inventer justement un insecticide pour les cultures. C'est le premier inventeur d'insecticides pour le monde horticole et agricole. Et il est très content de son travail, très content de ce résultat. En 1914, c'est la guerre. Et Fritz Haber pense que son produit un petit peu transformé permettra peut-être à son armée, l'Allemagne, de gagner du temps. Son épouse se rend compte qu'il est en train de dévier. Elle lui dit d'arrêter ses recherches, il devient fou. Il continue, elle se suicide. Fritz Haber est donc l'inventeur en 1914 du gaz moutarde. Ce gaz qui va faire les dégâts que l'on sait sur les sur les tranchées. En 1918, Fritz Haber pense qu'avec son invention, il risque d'avoir quelques soucis. Aussi, sitôt l'armistice s'est signé, il part se réfugier en Suisse où il va rester sous une fausse identité pendant 1 an. En 1919, il est rattrapé pour qu'on lui remette le prix Nobel de chimie pour l'année 1918, sous les huées des scientifiques d'ailleurs, il faut le savoir. Mais Fritz Haber se dit qu'il n'a aucune raison d'arrêter, on l'encourage à poursuivre. Alors il retourne en Allemagne, et là il s'intéresse à ce qu'on appelait autrefois les charmantes petites têtes blondes, les enfants. Et c'est l'inventeur des premiers antipoux pour les cheveux. Dans les années 1920-1930, il y a également le nazisme qui pointe son nez. Et Fritz Haber, de confession juive, pense que son produit peut être amélioré, va peut-être permettre à son armée de gagner du temps. Et avec d'autres scientifiques, il est l'inventeur du Zyklon B. C'est l'homme qui a donc inventé ces gaz terribles pour les chambres à gaz de l'Allemagne nazie. Que fait-il quand il a livré son produit ? Étant lui-même juif, ce qui est d'ailleurs terrible quand on y pense, il sait qu'il n'est plus en sécurité. Alors il part se réfugier aux États-Unis. Il est reçu à bras ouverts. Hein. Et aux États-Unis, il rencontre un homme qui, lui, se passionne pour le végétal. Et ils vont ensemble inventer le premier végétal pour défolier la terre. Lui, Fritz Haber, meurt rattrapé par un cancer, mais son collègue, lui, est très content de son produit, le gaz orange. C'est l'invention de Monsanto et donc des premiers désherbants. Voilà donc en quelques mots l'histoire des produits. Et c'est pour ça que j'aime bien la petite histoire, parce que la petite histoire, c'est la vraie histoire. On m'a souvent reproché, même à Versailles, même encore aujourd'hui, parfois d'être un peu, comme on dit, au ras des pâquerettes. Mais pour le jardinier que je suis, c'est normal. Mais j'aime la petite histoire parce que c'est la petite histoire qui est la vraie histoire. Tout à l'heure, Madame la Présidente a lu quelques-uns de mes passages. Par exemple, quelques décorations. Je trouve ça très drôle. Moi, je n'ai jamais demandé la moindre décoration. Jamais. Jamais. Mais si on devait résumer mon personnage à des décorations, on fait fausse route. Non. J'ai sûr qu'il y a un peu plus de fantaisie. Par contre, je suis très fier. Commandant du mérite agricole, je suis très très fier. Et je vais vous dire pourquoi je suis très fier. Parce que Jean-Pierre Coff l'était. Et Coff voulait que je l'appelle mon commandeur. Et quand il est mort, je n'ai jamais appelé mon commandeur. Et quelques années après, je le suis devenu à mon tour. Et je n'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai été fait commandeur, de regarder vers le ciel et de faire un doigt d'honneur. Il y a d'autres questions, mais sans micro, parlez pas. Non? Je ne veux pas savoir comment on Alors, je sais pas quoi, la retraite. Oh, mais je voudrais, si vous le permettez, parce que je voudrais quand même me rattraper un peu, ce que j'ai raconté Fritz Haber. Je vais quand même
donner une petite note un petit peu plus agréable, pour vous montrer l'importance du végétal dans la vie de tous les jours. Une petite anecdote qui devrait, j'espère, vous amuser. Nous sommes toujours en 1686, c'est une année que j'ai dépiotée à Versailles de début à la fin. Et en 1686, Louis XIV est très en colère. Il est très en colère parce que les travaux d'agrandissement du château, la construction des jardins, prend du temps, beaucoup trop de temps. La cause, les maladies. Les agents fréquentent les prostituées, les ouvriers, les terrassiers, parce que les prostituées sont en quantité incroyable dans les jardins et les bois alentours. En 1686, il y a tous les jours dans le parc et dans le château 36 000 hommes pour tailler les pierres, creuser les fossés, préparer les jardins. Il y a toujours à Versailles 22 000 soldats chargés de la sécurité du roi. Il y a donc une population masculine de 58 000 hommes qui vivent dans les jardins. Il n'y a pas d'hôtel. Donc vous avez compris que toutes les prostituées sont dans la région. Et Louis XIV ne le supporte plus. Non pas pour des questions de morale, mais comme je vous ai dit, pour des questions de maladie. Les équipages sont décimés. Il faut mettre un terme à la prostitution. Dans un premier temps, Louis XIV, très sûr de lui, signe un édit. La prostitution est interdite dans les jardins. Tout le monde s'en fiche. Ça continue comme si de rien n'était. Alors Louis XIV se fâche. Et il publie un certain nombre de sanctions. Fouettés en place publique, les biens seront confisqués au profit de la couronne, mais surtout que celles qui auront fait commerce de leur corps et ceux qui en auront tiré profit auront pour sanction principale d'avoir le nez et les oreilles coupés. Alors, ça calme beaucoup. Et la prostitution, hier comme aujourd'hui, ne s'arrête pas, mais elle se déplace. Parce qu'on est en train de construire un palais à Versailles, on est en train de construire un jardin extraordinaire, mais en même temps, une ville est en train de sortir de terre. Et dans cette ville, il y a des hôtels particuliers qui sont tous de véritables petits châteaux. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils sont beaux, mais ils sont vides. Les aristocrates préfèrent être près du roi dans une chambre, une mansarde, que dans leur domaine particulier, trop loin du roi. Alors la prostitution envahit les hôtels particuliers de Versailles. Et pour indiquer aux badauds qu'il s'agit en fait d'une maison close, on entoure les fenêtres de guirlandes de laurier. En 1686, à Versailles, quand vous vous promeniez et qu'une façade a des fenêtres avec des guirlandes de laurier, on sait que c'est une maison de tolérance. Louis XIV l'apprend et ordonne la fermeture des maisons closes. On arrache les lauriers, et le petit peuple, pour s'amuser de la décision royale, va donc créer la petite comptine que tout le monde connaît sans exception. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés.